Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de Bon Voyage. Aujourd'hui, nous partons à Rio de Janeiro au Brésil. Nous sommes partis le 4 janvier et c'est la bonne période pour partir puisque si chez nous c'est l'hiver, là-bas c'est l'été. Avant le sommaire, voici quelques informations sur le Brésil. Sachez que déjà pour entrer au Brésil, il n'y a pas de formalité particulière. Un passeport en cours de validité suffit. Le Brésil, c'est le 5e plus grand pays de la planète derrière la Russie, le Canada, les États-Unis et la Chine. Avec une superficie de plus de 8,5 millions de kilomètres carrés, rendez-vous compte, c'est plus de 15 fois la surface de la France. Le Brésil couvre près de la moitié du territoire de l'Amérique du Sud et compte une population d'environ 215 millions d'habitants. Rio de Janeiro, qui se traduit en français par Rivière de Janvier, est la deuxième plus grande ville du Brésil, São Paulo étant la première. Rio a été successivement la capitale de la colonie portugaise du Brésil, ça on le sait, mais ce qu'on sait moins, c'est que Rio a été la capitale du Royaume-Uni, de Portugal et du Brésil. Et oui, vous avez bien entendu, Rio a été la capitale du Portugal, mais pourquoi donc? C'est en raison de l'invasion des troupes de Napoléon du Portugal. La famille royale portugaise et la plupart des nobles de Lisbonne fuirent au Brésil pour s'installer à Rio de Janeiro. La capitale du royaume du Portugal fut donc logiquement transférée de Lisbonne à Rio de Janeiro et Rio devint ainsi l'unique capitale européenne située à l'extérieur du continent européen. Après 3 ans de guerre d'indépendance, le 12 octobre 1822, l'Empire du Brésil est officiellement proclamé. Le 15 novembre 1826 à 20h30, oui c'est précis, fut la date du coup d'État qui installe la République. Le drapeau brésilien compte 27 étoiles, représentées par 26 étoiles qui représentent les 26 États fédérés, plus une étoile pour Rio de Janeiro. En résumé, le Brésil et Rio de Janeiro sont des destinations de voyage incroyables, offrant des paysages à vous couper le souffle, une culture vibrante et une vie nocturne animée. Alors, pour une expérience inoubliable, embarquement immédiat pour visiter le Brésil et Rio de Janeiro. Voici le sommaire de mon voyage à Rio. Angra dos Reis, avec ses eaux cristallines et ses îles paradisiaques, est notre première destination. Ensuite, nous nous rendrons à Ilha Grande, une île préservée de toute urbanisation où la nature luxuriante nous attend. Paraty sera notre prochaine étape. Cette charmante ville coloniale nous transportera dans le temps avec ses rues pavées et ses maisons colorées. Au cours de notre voyage, nous ne manquerons pas de prendre le téléphérique jusqu'au sommet du Pain de Sucre pour admirer la vue panoramique à couper le souffle de la baie de Rio. Puis nous irons à Botafogo, qui est un quartier animé où nous pourrons profiter de l'ambiance. Bien sûr, nous ne pouvons pas visiter Rio sans passer par les emblématiques plages de Copacabana et Ipanema. Le Corcovado et sa célèbre statue du Christ Rédempteur seront un des points culminants de notre voyage. Enfin, nous explorerons le centre-ville de Rio avec ses bâtiments historiques, ses lieux animés et son ambiance cosmopolite. Préparez-vous à être émerveillés par la beauté et la diversité du Brésil. Nous sommes arrivés de nuit à Rio. On avait réservé un hôtel en ville juste pour la nuit. On a fait le trajet de l'aéroport à l'hôtel en taxi. Un conseil, évitez les transports en commun en pleine nuit, c'est trop dangereux. Après une courte nuit, nous sommes donc partis pour Angra dos Reis. C'est une ville située à 151 km à l'ouest de Rio et elle comprend sur son territoire de nombreuses îles. La plus grande étant Ilha Grande, où nous irons tout à l'heure. Le site a été découvert le 6 janvier 1502, 6 janvier, jour de l'Épiphanie, d'où son nom qui se traduit en français par Baie des Rois. Elle n'a cependant été colonisée qu'à partir de 1556. Son port servait aux Portugais pour envoyer l'or vers le Portugal. La ville est ensuite tombée en déclin avant de reprendre de l'importance dans les années 1920. En effet, le tourisme est très développé avec les innombrables plages et îles aux eaux cristallines, parfaites pour la baignade, mais aussi pour la plongée sous-marine. C'est également ici que se trouve l'unique centrale nucléaire du Brésil. Petite particularité, en raison de cette centrale, avec les rejets, elle réchauffe les eaux autour d'elle, ce qui a pour incidence de créer une sorte de pollution thermique. Nous voici donc à Ilha Grande, une île qui est environ à 1h30 de bateau de Angra dos Reis.
En 1903, profitant de son isolement insulaire, le gouvernement brésilien décide de construire sur l'île une grande prison de haute sécurité pour les grands criminels. Cet établissement a cessé son activité en 1994, année où l'île s'est tournée rapidement vers le tourisme. Quand même plus sympa. Plus de la moitié de l'île est couverte par ce qu'il reste de la forêt atlantique. Il y a de nombreux sentiers qui traversent cette île. Tout autour de l'île, il y a une centaine de plages de sable blanc. Il n'y a pas de route, donc pas de voiture. Pour le logement, on était dans une pousada. Une pousada, c'est une habitation typique. On est donc parti explorer cette île à pied. Alors attention, prévoyez de l'eau car c'est un climat tropical, donc très chaud et humide. À prévoir aussi de bonnes chaussures car il n'y a pas toujours de sentiers bien tracés. Bref, une vraie expédition où vous allez pouvoir rencontrer plein d'animaux. Nous voici donc à la plage Palma. C'est une plage isolée connue pour ses eaux claires, ses palmiers et sa tranquillité. Elle est accessible par une randonnée d'environ 2 heures depuis la ville. Une fois sur la plage, vous pourrez vous promener le long de la plage ou faire une randonnée dans la forêt tropicale environnante. La plage est un endroit idéal pour se détendre et profiter de la beauté de la nature. Attention, soyez prudent lorsque vous nagez dans les eaux profondes. Nous sommes ensuite arrivés sur la plage de Lopes Mendes. Alors attention, sur cette plage, on est très loin des stéréotypes. Pas de bar, pas de vendeur à la sauvette, pas de vendeur ambulant, rien. Donc prévoyez à boire, c'est un conseil. Elle est considérée comme l'une des plus belles plages du monde. Nous voici maintenant à Paraty. Paraty est situé à l'extrême sud de l'État de Rio de Janeiro. Attention, il ne faut pas confondre la ville de Rio de Janeiro et l'État de Rio de Janeiro qui est sur la Costa Verde, la côte verte. Paraty est à 4 heures de route de Rio de Janeiro en bus, soit 241 km. En effet, beaucoup de transports au Brésil se font en bus, ce qui rallonge un petit peu les temps de parcours. Paraty est entouré d'une nature luxuriante avec des montagnes verdoyantes et une mer turquoise. Bref, le paradis. La région de Paraty est également célèbre pour ses nombreuses plages, criques et cascades qui attirent des visiteurs du monde entier. C'est bien pour ça qu'on y était aussi. Le centre historique de Paraty est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO où l'on peut se promener dans des rues étroites et sinueuses et admirer les églises historiques et découvrir les musées et les galeries d'art. Cette ville vaut vraiment le détour car elle constitue un témoignage de l'architecture coloniale portugaise très typique. Petite anecdote sur cette ville, c'est que ces rues sont pavées et sont nettoyées par la mer lors des marées. Donc là aussi, il n'y a pas de voiture à Paraty. Une deuxième chose qui nous a beaucoup amusé, c'est de voir cette crèche de Noël en plein été avec une mer bleu azur en décor. Et oui, dans l'hémisphère sud, Noël, c'est l'été. Allez, retour à Rio en bus évidemment, puisque comme je vous l'ai dit,
C'est un moyen de transport très courant et pas cher pour se déplacer dans l'état de Rio de Janeiro. Nous voici donc de retour à Rio et on va commencer par l'hôtel, puisque pour l'hôtel, on avait pris un hôtel sur Copacabana. Je vous conseille vraiment cette zone qui est plutôt sécure. Pour sortir le soir, vous pouvez vous promener le long de la plage sans aucun problème. En effet, les rues du centre-ville sont beaucoup plus animées, mais beaucoup moins sûres. En plus, le long de la plage, vous pourrez déguster d'excellentes caipirinhas, croyez-moi. À l'angle de Copacabana et d'Ipanema, vous avez également plein de boutiques de souvenirs et certains soirs, il y a même une sorte de marché sur Copacabana. Si vous cherchez par contre vraiment la fête et les boîtes de nuit, alors optez plutôt pour le centre-ville. En route donc pour le pain de sucre. Qu'est-ce que le pain de sucre? Le pain de sucre est également connu sous son nom de Pão de Açúcar en portugais, désolé pour l'accent, et l'un des sites les plus emblématiques de Rio de Janeiro. Situé à l'entrée de la baie de Guanabara, ce massif rocheux atteint 396 mètres d'altitude et offre une vue panoramique spectaculaire sur la ville de Rio et de ses environs. Le pain de sucre est accessible par un téléphérique moderne qui transporte les visiteurs jusqu'au sommet en 2 étapes. Le trajet en téléphérique offre des vues incroyables sur les plages, les montagnes et bien sûr la ville de Rio. Au sommet du pain de sucre, on peut profiter d'une vue imprenable sur la ville, les montagnes, les environs et la baie de Guanabara. Il y a plusieurs plateformes d'observation où l'on peut prendre des photos et admirer ce paysage. Il y a aussi des restaurants, des boutiques de souvenirs évidemment et des stands de nourriture pour les visiteurs. Un petit conseil, pour éviter les grandes affluences et les grandes files d'attente, visitez ce pain de sucre soit tôt le matin ou au coucher de soleil. Nous voici donc maintenant dans le quartier de Botafogo. Botafogo est l'un des quartiers les plus charmants de Rio. Il est bordé par les quartiers de Flamengo et de Copacabana. Ce quartier offre une combinaison unique de charme bohème, d'histoire et de modernité. Il est connu pour ses collines verdoyantes, sa plage tranquille et son architecture coloniale. Botafogo est également un quartier animé avec de nombreux bars, restaurants et boutiques. Les rues animées sont bordées d'arbres et de maisons coloniales colorées qui ajoutent à l'atmosphère bohème du quartier. Copacabana est l'une des plus belles et des plus célèbres plages de la planète. Elle est en forme de demi-lune et s'étend sur 4,5 km de Leme jusqu'à Arpoador. Cette immense plage longe l'avenue Atlantica. Elle est surnommée la petite princesse des mers. Copacabana est un des emblèmes touristiques de Rio de Janeiro. La plage est le lieu de nombreux événements et de manifestations. Le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, un gigantesque feu d'artifice est tiré devant environ 2 millions de personnes rassemblées et habillées en blanc. Et comme le veut la tradition, à minuit, des fleurs sont jetées dans la mer. Sur le sol, c'est le calçadao en mosaïque ondulée noire et blanche, qui est en basalte et en calcaire. Il interprète de façon ultra moderne et abstraite le modèle traditionnel portugais.
Des postes de secours jalonnent également cette plage. Pour les plus célèbres, on a le poste numéro 3 devant l'hôtel de Copacabana qui attire beaucoup de touristes, mais aussi le poste numéro 4 où il y a une école de foot pour les ados et les enfants du coin. Ipanema est un quartier aisé, chic et branché sur la zone sud de la ville de Rio de Janeiro. Il est bordé par le très chic quartier de Leblon. La plage s'étire sur 2,6 km et est prolongée par la plage de Leblon. Elle est surplombée par une très célèbre favela, la favela de Vidijal. Sur Ipanema, les mosaïques dont on vous parlait tout à l'heure sont disposées de façon différente que sur Copacabana. En plus d'être un lieu de rencontre pour les habitants et les touristes, la plage est utilisée pour la pratique de différents sports, parmi lesquels le skateboard, le beach volley, le football bien sûr, et le foot volley. Elle est également le site de concerts en plein air qui ont lieu près du canal qui la sépare du quartier de Leblon. Le soir, sur la plage, on peut admirer le crépuscule entre les montagnes jumelles. Les baigneurs applaudissent lorsque le soleil passe derrière les montagnes pour le remercier de cette journée dans cette merveilleuse ville. Le dimanche, comme à Copacabana, la circulation des véhicules automobiles est interrompue sur une partie de la chaussée de l'avenue qui borde la plage. Le Corcovado, bossu en portugais, est l'un des nombreux reliefs de la ville de Rio de Janeiro. Il s'élève à 704 mètres d'altitude. Il est célèbre pour accueillir en son sommet la statue du Christ Rédempteur, l'un des principaux symboles de la ville mais aussi du pays, pour offrir une vue sur l'ensemble de la zone sud de la ville. La ligne de chemin de fer du Corcovado, dont le départ se situe dans le quartier de Cosmevelo, a, quant à elle, été inaugurée en 1884 par l'empereur Pierre II du Brésil. En 1910, cette ligne a été la première ligne du Brésil à être électrifiée. Les anciens trains à vapeur sont alors remplacés par des machines électriques. Durant 4 ans, la ligne servit à l'acheminement des matériaux nécessaires à la construction de la statue du Christ Rédempteur. Sur la partie sommitale, un escalier de 220 marches permet d'accéder au pied de la statue. Inaugurée en 1931, la statue du Christ Rédempteur, haute de 38 mètres, est l'un des endroits touristiques les plus fréquentés de Rio, avec 600 000 visiteurs par an. Au pied de la statue, on peut voir une vue panoramique du centre-ville, avec notamment le pain de sucre, le lac Rodrigo de Freitas, les plages de Copacabana, Ipanema, ainsi que plusieurs favelas de la ville. La face sud du pic possède 54 voies permettant de pratiquer l'escalade. Elle est devenue au fil des ans l'un des emblèmes reconnus internationalement de la ville, au même titre que le pain de sucre, la plage de Copacabana ou le carnaval. Voici quelques caractéristiques de cette statue hors norme. Elle mesure donc 38 mètres de haut, dont 30 pour le Christ et 8 pour son piédestal qui occupe tout de même une aire de 100 mètres carrés. Sa masse est de 1145 tonnes. La masse approximative de la tête est de 30 tonnes et celle de chaque main de 8 tonnes. La tête du Christ mesure 3,75 m et chaque main 3,20 m. L'envergure entre les deux mains est de 28 mètres. La première pierre a été posée le 4 avril 1922, mais les travaux n'ont réellement débuté qu'en 1926. La cérémonie d'inauguration aura finalement lieu le 12 octobre 1931. Elle a été réalisée par un Français, Pierre Landowski, qui l'a réalisée en pièces détachées et envoyée depuis la France vers le Brésil. Elle a été assemblée sur place et recouverte de pierres de savon pour la protéger de la chaleur et des intempéries. Le 7 juillet 2007, ce monument a été choisi comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde par plus de 100 millions d'internautes.
Nous allons visiter aujourd'hui le centre-ville de Rio. C'est un quartier qui est essentiellement commercial et touristique. Il accueille la plus grande concentration de bâtiments financiers, de sièges d'entreprises et de bureaux de ville. La caractéristique de ces bâtiments peut varier des constructions historiques à des gratte-ciel très modernes. Pour le visiter, je vous conseille d'y aller plutôt en semaine car c'est plus sécure, c'est plus sûr. Donc pour vous y rendre, vous avez deux moyens, le métro qui est très pratique, sinon vous pouvez aussi y aller en bus. Le premier monument que nous avons vu, c'est le théâtre municipal qui est le bâtiment le plus spectaculaire. Ce bâtiment s'inspire de l'Opéra de Paris. Les murs extérieurs portent les noms des artistes classiques européens et brésiliens. Il a été inauguré le 14 juillet 1909. Il avait une capacité alors de 1739 spectateurs. Il a ensuite subi plusieurs rénovations et maintenant il peut accueillir 2361 sièges pour ses spectateurs. Le monument de Floriano Peixoto. Alors qu'il était le deuxième président du Brésil, le maréchal de fer a maîtrisé plusieurs rébellions et a stabilisé la première république brésilienne formée en 1889. L'hôtel de ville de Rio de Janeiro a été construit en 1743 pour servir de résidence au gouverneur colonial du Brésil. Il a été agrandi et rénové à plusieurs reprises au fil des ans pour répondre aux besoins du changement de la ville. Au fil du temps, le bâtiment est devenu le siège de la mairie de Rio de Janeiro. La Bibliothèque nationale du Brésil a une collection qui dépasse les 10 millions de documents et dont plus de 2 millions sont disponibles en ligne. Nous voici maintenant devant un escalier un petit peu bizarre, l'escalier Selarón. Il fait 125 mètres de longueur et compte 215 marches. Jusqu'ici, c'est assez classique. L'escalier est une œuvre de l'artiste d'origine chilienne Jorge Salomón, résident du quartier et qui est arrivé au Brésil en 1983 et qui a décoré plusieurs lieux publics. Il l'a réalisé à l'occasion de la Coupe du Monde de football, évidemment, de 1994. Cara, eu quero descansar, eu quero viver. Eu não tô sentindo. Nous voici maintenant arrivés à l'aqueduc. L'aqueduc de Carioca est également connu sous le nom des Arches de Lapa et c'est l'unique aqueduc de Rio de Janeiro. Il a été construit au XVIIIe siècle pour évidemment apporter l'eau à la ville. Il est principalement situé dans le quartier de Lapa et il supporte actuellement une voie de tramway. Nous voici maintenant arrivé à la cathédrale très typique de San Sébastien. Cet édifice a été construit de 1964 à 1976. Ces lignes très avant-gardistes ne sont pas sans rappeler les pyramides précolombiennes, symbole de l'union entre l'ancien et le nouveau monde. La cathédrale de San Sébastien est le siège de l'archidiocèse catholique de Rio de Janeiro. Elle remplace l'ancienne C, ce qui veut dire cathédrale, héritée de la période précolombienne et redevenue église de paroisse sous le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel. La construction de ce nouveau lieu de culte est décidée par les autorités ecclésiastiques locales afin de répondre à la forte croissance de la métropole brésilienne au début des années 1960, rendant l'ancienne cathédrale vraiment trop exiguë. La charge de dessiner les plans d'un sanctuaire puissant tout à la fois dans les racines précolombiennes et européennes, est confiée à l'architecte Edgar de Oliveira, qui imagine une impressionnante structure pyramidale de 96 mètres de hauteur. L'intérieur surprend par la simplicité de ses lignes ainsi que par son immense espace. La base forme une ellipse dont le diamètre atteint jusqu'à 106 mètres, tandis que 4 larges baies rectangulaires garnies de vitraux aux teintes vives partent du sol pour former une croix de lumière au sommet de la voûte, culminant donc à 80 mètres. Le réseau des claires-voies contribue à assurer une luminosité constante mais régulée, adaptée à un espace dédié avant tout au recueillement et à la prière. Au total, la nouvelle cathédrale peut abriter jusqu'à 20 000 fidèles. Cette gare centrale a été inaugurée en 1858.
Elle était la tête de ligne du chemin de fer central du Brésil. Elle est également connue sous le nom de la gare de Dom Pedro II, son nom officiel de 1925 à 1998. De style art déco, cette gare se caractérise par sa tour d'horloge de 28 étages, haute de 135 mètres. Elle était lors de son inauguration la construction la plus haute d'Amérique du Sud et la structure en béton armé la plus haute du monde. En janvier 2008, la gare est classée patrimoine culturel par l'Institut national du patrimoine artistique et historique. Voilà, on a fini notre voyage à Rio. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de vous rendre au Brésil. N'oubliez pas, comme toujours, de mettre un pouce si cette vidéo vous a plu et surtout de vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux voyages. Ciao, ciao!